Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Septembre 2022 a connu les pires recettes de cinéma français depuis 1980. Parmi les 10 plus gros succès de l'année 2022 en France, aucun film était français. À la place, nous avions des grosses productions américaines qui occupaient ce classement. On parle du cinéma et on parle du cinéma français avec deux férus de cinéma que vous connaissez. Arthur de Vatrican. Bonjour Arthur de Vatrican. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect, vous êtes chroniqueur sur CNews et le dernier numéro de L'Incorrect s'appelle Cinéma français, qu'as-tu fait de nos héros ? Il est disponible en kiosque et nous sommes avec Christopher Lannes. Bonjour Christopher Lannes. Bonjour. Alors vous avez une chaîne YouTube d'histoire, mais vous parlez aussi de cinéma et vous faites aussi des liens, enfin vous parlez des films qui font le lien entre l'histoire et le cinéma. On va parler de Vaincre ou mourir, donc le premier film produit par le Puy du Fou, réalisé par Vincent Mottet et Paul Mignot, sur la vie de Charette, qui est joué par Hugo Becker. Alors c'est un film qui a un budget de 3,5 millions d'euros, qui n'a bénéficié que de 18 jours de tournage, ce qui est très peu, ce qui est une petite production, avec l'ambition donc, de commencer donc, des films à la gloire de l'histoire de France. Alors Christopher Lannes, vous l'avez vu, Arthur de Vatrigan aussi. Christopher Lannes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce film ? Est-ce que la promesse est tenue de faire un film épique à la gloire de notre histoire de France, en tout cas de cette partie de l'histoire de France, cette guerre de Vendée? Alors je l'ai vu, je l'ai même vu 2 fois jusqu'à présent, puisque je suis allé voir l'avant-première le 8 décembre, l'avant-première nationale, et j'ai assisté à une projection privée le 10 janvier. Donc j'ai pu voir le film dans sa première version le 8 décembre, et ensuite le 10 janvier dans une version qui a été un peu remasterisée. Au niveau du son notamment, il y a eu un gros effort qui a été fait là-dessus, il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées. Ce que j'en ai pensé, comme vous l'avez dit au début, je pense qu'il est très important de préciser les conditions dans lesquelles le film a été fait. Je l'ignorais au début quand je suis allé le voir la première fois. J'ignorais pour les 18 jours de tournage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le film a été tout d'abord pensé comme un court-métrage docu-fiction à la base. Et ensuite, c'est lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des images incroyables et qu'ils pouvaient faire beaucoup plus, qu'ils se sont lancés dans un long-métrage. Donc c'est totalement admirable. La première fois que j'ai vu le film, je l'ai apprécié, même si j'ai évidemment relevé des défauts. J'en ai fait une critique sur ma chaîne YouTube. Alors certes, c'est des défauts de jeunesse, pas bien graves, mais je les ai néanmoins relevés. Et ensuite, quand j'ai revu le film avec en tête cet impératif des 18 jours et ce budget qui est ridicule pour le cinéma français, on voit que même le film Tirailleurs avec Omar Sy, dont je vais parler si vous voulez, mais Oui, bien sûr, est à 11 millions d'euros et il ne fait pas mieux. Donc, quand on a bien en tête les contraintes et les ambitions du film, et après avoir revu la version remasterisée, je peux vous garantir que c'est une prouesse et que personnellement, j'ai apprécié ce film et il est à la hauteur de ce qu'on nous vend, c'est-à-dire c'est bien un film épique sur l'histoire de France. C'est un premier film avec les imperfections que ça peut entraîner, mais c'est un film épique sur l'histoire de France comme on en attendait depuis longtemps. Et sur ce sujet, évidemment, des guerres de Vendée, qui est un sujet tabou de l'histoire de France, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce sujet est tabou ? Pourquoi on a mis autant de temps avant de pouvoir faire un film sur ces guerres de Vendée, qui est évidemment un moment très important de l'histoire de France, de la Révolution et de François Athanase Charette, qui est un monument, en tout cas d'une certaine France, j'ai envie de dire, qui veut continuer à avoir des héros. C'est un héros, on va dire, qui n'est pas jacobin, ce qui est un problème aujourd'hui ce qu'on nous raconte de l'histoire de France aujourd'hui. Oui, tout simplement parce que nous sommes en République et que la République s'est basée sur des racines mythologiques fondées sur le nom du bien avec un grand B, et que la République ne peut pas souffrir d'une histoire qui serait entachée de sang. Et c'est bien ce que fut cette guerre de Vendée, c'est-à-dire s'acharner sur une République qui s'acharne sur son propre peuple en commettant des horreurs innommables, et c'est ce que ce film montre. C'est pour ça qu'on a mis tant de temps à réouvrir cette plaie de la guerre de Vendée.
Et aujourd'hui, le fait que, bon, forcément, c'est le Puy du Fou qui est à l'origine de ces studios de cinéma, donc le sujet ne nous étonne pas. Mais pour ce qui est du cinéma français dans sa globalité, on n'avait jamais vu un film aussi grand public dresser un tel portrait des guerres de Vendée. Donc c'est tout à fait salutaire. Mmh. Arthur de Vatrigan, est-ce que vous avez vu Vaincre ou mourir, le film produit par le Puy du Fou? En tout cas, vous avez écrit, donc vous êtes rédacteur en chef du magazine L'Incorrect, donc cinéma, dont le titre est Cinéma français, qu'as-tu fait de nos héros? Charette est un héros. Est-ce qu'aujourd'hui, la promesse, en tout cas, de ce film, de montrer un héros français qui soit un modèle pour les petits Français d'aujourd'hui, est-elle tenue? Quand on commence à expliquer des prétextes, des justifications, c'est que le film n'est pas une réussite totale. Ça, c'est évident. On ne juge pas un film pour son propos, pour son ambition, mais pour ce qu'il est, c'est-à-dire ce qu'il montre ou ce qu'il ne montre pas. Et d'un point de vue purement cinématographique, c'est pas une très grande réussite. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a Puy du Fou qui monte une branche de production cinématographique. Donc, a priori, on est sur un travail de long terme. Et on juge le film comme une première étape en espérant que la suite soit meilleure. C'est comme appelé Christopher Nolan, en effet, ce Canal+ a bifurqué en plein tournage la destination du film, qui était au départ sur un petit écran, pour un grand écran de fiction. Après, on retrouve à l'écran, le souci, c'est que tous les défauts du docu-fiction, quand on montre une fiction, c'est-à-dire tout est didactique, tout est raconté, il y a une voix off permanente qui est assez lassante à la fin, et donc on est plus dans l'illustration que la mise en scène pure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, en tout cas c'est ce dont je me rappelle, c'est qu'à la fin, pour une fois les voix se taisent, on est dans dans la pure mise en scène cinématographique au moment de la mort de Charette. Je suis un petit gâchien, tout le monde sait qui se fait tuer à la fin de son histoire. Et là, justement, l'émotion gagne parce que on est sorti de l'illustration et que entre le montage, le jeu d'acteurs, la musique, voilà, tout ça, on a des techniques cinématographiques qui deviennent intéressantes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le film Vaincre ou mourir, mais c'est la suite. C'est qu'est-ce qu'ils vont en faire, à condition, évidemment, qu'ils s'entourent de professionnels du cinéma, parce que le cinéma, c'est un métier, l'écriture cinématographique, c'est une écriture particulière. La fiction demande aussi des techniques particulières. Rapidement, quelques critiques. Les personnages secondaires n'existent pas dans ce film-là. Ils ont la chance d'avoir Hugo Becker, qui est un très bon acteur et qui arrive à incarner le héros, ce qui est quand même quelque chose de compliqué. Parce que si vous avez une incarnation ratée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à côté, ça ne fonctionnera pas. Donc là, l'acteur est là, le héros est présent, il lui donne une âme, il lui donne de la chair. Mais à côté, les personnages principaux n'existent pas et peut-être que le film était un peu trop ambitieux pour une première. C'est-à-dire vouloir raconter toute l'épopée de Charette sur moins de 2 heures avec un petit budget, même si c'est un budget qui est plus élevé que la moyenne des budgets des films français, ça reste un petit budget pour un film en costume. Donc peut-être trop ambitieux, mais en tout cas j'ai de l'espoir et en tout cas j'espère que ce premier film va permettre d'en lancer d'autres. Et avec évidemment une amélioration, des qualités supérieures et surtout cinématographiques. Et donc ce film Vaincre ou mourir pour vous est le début potentiellement d'une nouvelle approche en tout cas de l'histoire de France. Je voulais qu'on revienne déjà sur les films de comment l'histoire de France est traitée par le cinéma français. Alors vous parlez donc dans l'Incorrect d'Indigène qui est sorti en 2006, de la Rafle sortie en 2010. Donc c'est des films sur la repentance avec à chaque fois donc un cinéma où on parle d'histoire mais c'est souvent dans une volonté de réinformation, de culpabilisation de son héritage. C'est vrai que si vous regardez, globalement, le cinéma français c'est plutôt inspiré de son histoire, je crois, dans les années 70. Évidemment, on peut parler de Napoléon de Gans, mais il y a aussi Louis Brouillard, il y a tous les films de Schoenberger, on peut parler des films de Broca, il y a derrière qui a fait, il me semble, Herchouan sur les guerres de Vendée, adapté de Balzac, évidemment. Il y a Tavernier qui a fait quelques films également, La vie rien d'autre, Capitaine Conan, Laissez passer. Mais c'est vrai que les années 70, c'était plutôt quelque chose qu'on savait faire, épisodiquement évidemment, mais on savait le faire. À partir de 70, ça change.
Mais si vous regardez du côté américain, c'est pareil. À partir des années 70, quand le nouvel Hollywood prend le pouvoir, la fabrique du héros, la fabrique de la mythologie, de la nation, et donc de l'inspiration de son histoire, ou de la création même de son histoire concernant les Américains, commence à changer. On vient plus dans le questionnement de son identité, avec un côté, en effet, assez autoflagellation et repentance. Sauf que les Américains, avec les années Reagan et l'effondrement du nouvel Hollywood, on repasse sur une fabrique du héros. Alors qu'en France, non. On a, dire, les années Mitterrand ont sérieusement marqué, ou en tout cas ont une emprise telle sur le domaine culturel qu'avec un petit microcosme qui s'auto-alimente avec ce copinage, avec tout ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas refait de film, ou en tout cas très épisodiquement, ou sur des domaines très particuliers, sur notre histoire. Mais il n'y a pas qu'une question idéologique derrière, il y en a une évidemment, mais il y a aussi une question de moyens, il y a une question de talent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de scénariste en France. Celui qui dirige chez le producteur, le scénariste, c'est quelqu'un qui va donner un point de vue, qui va imposer un point de vue, il n'y en a pas. Et il y a peut-être aussi une question de gêne, c'est-à-dire d'adapter une histoire que tout le monde connaît, que ce soit notre histoire de France ou quelque chose de notre patrimoine littéraire, comme Cyrano, comme Les Trois Mousquetaires, comme tout ça, ça peut effrayer beaucoup de gens, parce qu'on se dit tout le monde connaît ça. Comment réussir à mettre en scène quelque chose que tout le monde connaît et qui risque d'être plus déceptif qu'autre chose. Donc il y a aussi ce côté-là en France, s'attaquer à un monument, c'est quelque chose qui peut être assez effrayant. Et on reviendra sur le cinéma américain qui lui, exalte des héros. Mais je voulais revenir avec Christopher Land sur le film donc Tirailleurs, donc avec Omar Sy, de Mathieu Vadepied, qui est sorti récemment, bon, qui n'a pas, qui marche quand même plutôt bien, il faut quand même le reconnaître pour un début, mais qui n'a pas marche très bien, ouais. Oui, qui marche très bien, mais qui n'a pas de très bonne critique. Alors vous l'avez vu, Christopher Land, et vous dites que c'est pas un film qui est si pleurnichard que ça finalement, et qu'il y a plus de nuances qu'on aurait pu espérer. En effet, j'ai été le premier surpris, donc je me suis infligé l'avant-première de ce film par esprit de sacrifice pour ma chaîne YouTube. Mais j'ai été surpris, j'ai essayé d'y aller sans a priori pour voir le film, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que le film ne comporte pas de message clair et direct de repentance. Là, on est plutôt dans la repentance subliminale, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que le choix du thème du film est politique, la volonté de raconter cette histoire est politique, mais d'une façon directe. Non, dans ce film, il n'y a pas de message de pleurniche post-colonial, il n'y a pas de message de repentance, il n'y a pas de demande de réparation. Le film se termine par l'espoir que l'un des ossements sous l'Arc de Triomphe dans la tombe du soldat inconnu soit peut-être celui d'un tirailleur sénégalais, afin qu'on n'oublie pas également les tirailleurs sénégalais. Alors certes, les tirailleurs sénégalais, c'était le sujet de ma deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube il y a 8 ans. Ce sont ces 200 000 hommes qui se sont battus pour la France, donc ils méritent tout à fait qu'on leur rende hommage, qu'on ne les oublie pas. Ils méritent tout à fait un film. Bon, ce film, je dirais pas qu'il leur rend hommage parce qu'il est mauvais, hein, concrètement, avec 3 fois plus de budget que le Puy du Fou. Mais voilà, on ne tombe pas dans cette repentance. Donc sur ce plan-là, le film a été assez habile. Omar Sy a été assez habile parce qu'il est coproducteur, il faut pas l'oublier. Donc j'ai l'impression qu'ils ont essayé de la jouer un peu plus finaude cette fois-ci. Et sur ce plan-là, je n'ai malheureusement rien eu à redire. Arthur de Vatrigan, vous l'avez vu ce film? Est-ce que vous êtes infligé? Oui, également. En fait, le film est juste mauvais cinématographiquement. Oui. Il est mal écrit, on sent pas du tout la guerre. Alors est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est un point de vue choisi par le scénariste? On manque tellement de points de vue, tant mieux. Mais là, si c'est un choix qui est plutôt raté. Je trouve qu'Omar Sy est pas très bon dans l'interprétation. Tout est banalisé. Voilà, il y a plein de facilités partout. C'est pas un film, en tout cas, qui rend hommage aux tirailleurs sénégalais. J'ai trouvé pour le coup indigène bien meilleur, en restant bien sûr un film assez médiocre.
Enfin, bien meilleur cinématographiquement, indigène, mais oui, véhiculant un message un petit de repentance pour le coup. Et vous parliez du cinéma américain tout à l'heure, et notamment ce cinéma américain qui lui exalte des héros. On connaît tous Schwarzenegger, Stallone, et aussi les films donc de Clint Eastwood. Je ne sais pas si vous avez vu American Sniper, qui est sorti il y a 5-6 ans, qui est un excellent film. Et là, il y a cette figure du héros patriote qui sauve sa patrie, qui sauve son armée. En France, ce n'est plus possible, ce genre de film. Alors, Vaincre ou mourir essaye de le faire avec la figure de Charette, mais aujourd'hui, en France, cette figure du héros, on va dire badass, qui réussit à sauver sa famille, son village, sa patrie, n'existe plus. Il n'a jamais existé, en fait, dans le cinéma français. Le héros américain et le héros français ont des traitements complètement différents, mais il y a une raison assez simple, c'est que le cinéma est né avec le western. Et le western est né à la fin de la conquête de l'Ouest, à quelques années près. Et c'est une création du cinéma qui n'existe que par le cinéma. Et les Américains, en fait, l'ont utilisé pour mythifier leur réalité, comme nous, on mythifiait à travers la littérature la nôtre. C'est-à-dire que le principe du western, et ensuite des films des KPDP, quand le cinéma parlant est arrivé, c'était de participer à la façon dont les Américains sont pensés eux-mêmes en tant que nation, et à se raconter aussi en tant que nation au vieux monde, qui est nous. Nous, on avait les Trois Mousquetaires, on avait Homère, on avait Alexandre. Les Américains, ils n'avaient pas de figure héroïque. Donc, ils en ont créé. Ils ont créé Jesse James, ils ont créé Pat Garrett, ils ont créé Billy the Kid, ils ont créé Wyatt Earp. Voilà. Donc, c'est né comme ça. Et ensuite, ils ont continué cette tradition-là. À partir de 29, le parlant arrive. Et le parlant avec le western, ça fonctionne pas très bien parce que le western est tourné en extérieur et on n'a pas les techniques suffisantes. Donc, ils basculent, ils reviennent sur, en fait, le KPDP où il y avait des films de Douglas Fairbanks 10 ans avant. Et là, c'est Michael Curtis qui débarque avec Errol Flynn, avec Olivia de Havilland. Et là, ils pompent dans l'histoire du vieux monde. Ils font Robin des Bois, ils font Ivanhoe, ils font les Trois Mousquetaires pour continuer cette tradition de la fabrication du héros. Et ensuite, à partir de 50, ça commence à faire un peu s'amuse. C'est-à-dire que le héros n'est plus, vous savez, ce cow-boy héroïque chevaleresque, ça devient un peu le Paul Lawson cowboy, l'image qu'on a. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ça rejoint un peu la figure du héros français. C'est-à-dire que ce cow-boy-là travaille à détruire au fur et à mesure qu'il construit la civilisation. Parce qu'il est adapté à la civilisation, il participe à la construction, mais il ne peut pas. Et c'est vous savez, c'est cette scène, ce plan final merveilleux de La prisonnière des déserts de John Ford, où à la fin de sa mission réussie, John Wayne ne rentre pas dans la maison, il reste sur le pas de la porte et la porte se ferme. C'est la signification qu'il ne peut pas se civiliser. Et le héros français, vous savez, c'était un peu ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il ressemble plus au curé de Bresson ou de Bernanos plutôt que à Stallone ou aux héros masqués, quoique les héros masqués sont une création française, on pourra en reparler. Et si vous regardez, la question, c'est qu'est-ce qu'on parle quand on parle de héros, c'est qu'est-ce qu'on veut dire et qu'est-ce qu'on veut. Quand on regarde des films, par exemple Roubaix, une ville lumière de Desplechin ou Bac Nord, ce sont des héros. C'est-à-dire que c'est des types un peu ordinaires qui enquêtent, qui écoutent, qui constatent l'horrible banalité du mal et qui la prennent en partie sur leur épaule. Donc c'est fait partie des héros. Quand vous avez chez Delépine et Kervern des personnages qui luttent contre le monde moderne, c'est aussi des héros. Voilà, donc mais c'est des héros qui sont différents de l'héroïsme américain. Mais après, ce qui est compliqué, c'est on n'a pas la même nation, on n'a pas une nation de conquête, donc forcément, on n'a pas le même ressenti et on n'a pas la même histoire. Donc c'est compliqué de vouloir faire du héros américain un héros français. Ça ne marche pas de la même manière. Le problème, en fait, finalement, si on résume, c'est pas qu'on manque de héros français, c'est qu'on manque de créativité, on manque d'intelligence, on manque de bons films, tout simplement, parce que des héros, on peut en trouver dans la vie courante. Et des héros, on en a, et les Américains ont de la créativité et le budget aussi pour créer pour faire des films de qualité. Alors nous, on a réussi un petit peu à adapter des œuvres littéraires, quand même Notre-Dame de Paris, notamment en 56, on a eu Dien Bien Phu, et puis il y a aussi des films historiques comme L'Armée des Ombres de Melville, mais il y a une récupération aussi cinématographique de notre histoire par les Américains. Alors on a eu le droit à L'Homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio dans fin des années 90, puis on a eu aussi un Trois Mousquetaires avec Orlando Bloom absolument grotesque. Et vous, Christopher Land, qui êtes féru d'histoire, vous regardez ces films, notamment soit qui parlent
d'histoire, soit qui tentent d'adapter des œuvres littéraires françaises ou européennes. Alors, est-ce que ça vous sort par les trous de nez ce genre de récupération, entre guillemets, de notre héritage et de notre œuvre littéraire? Oui, bien sûr, et comme l'a dit Arthur de Vatrigan, les Américains n'ont pas d'histoire, donc ils sont allés puiser dans l'histoire du monde pour se l'approprier, la mettre en valeur. C'est assez frustrant et ça s'est ressenti pour moi, qui suis amateur d'histoire, dans plusieurs films, notamment pour parler d'un film plutôt récent, Dunkerque, où on nous conte l'histoire du grand embarquement de Dunkerque du point de vue uniquement anglo-américain. Mais on va avoir aussi bientôt le Napoléon de Ridley Scott. Alors moi je suis désolé qu'il ne s'agisse pas d'un réalisateur français qui soit à l'initiative de parce que on n'a pas la culture du héros en France. On a besoin de renouer avec cette fabrique du héros de la même manière que, selon moi, on a besoin de renouer avec le roman national sur le plan de l'histoire. Certes, ça peut paraître un peu bourrin, un peu futile, mais je pense qu'on doit renouer avec cette culture du héros. Et quoi de mieux que notre histoire, qui est riche en épopées, en récits héroïques et en héros, quoi de mieux que notre histoire pour fournir une base à ce cinéma. Donc moi, je suis un partisan, et je l'ai toujours dit, de reprendre en main notre histoire dans le cinéma français. Après, concernant votre question, est-ce que c'est une bonne chose que les Américains s'approprient notre histoire? Non. Mais par contre, vu l'état du cinéma français actuel, je me demande, si on n'a pas le choix entre la peste et le choléra, est-ce que je préfère voir le cinéma américain? Est-ce que je préfère voir Ridley Scott nous parler de Napoléon? Ou est-ce que je préfère voir un film financé par le CNC nous parler de Napoléon? Je sais pas lequel serait le mieux, ou en tout cas le moins pire. Puis il y a des traitements plus sérieux. C'est vrai qu'il y a des films américains qui reprennent des œuvres françaises où en fait en réalité les héros font du kung-fu. Enfin bref, il y avait même un sketch des Inconnus par rapport à ça. Mais vous parliez donc de Napoléon de Ridley Scott, donc qui a pour nos auditeurs réalisé notamment Gladiator, un film qui a eu 480 millions d'euros de dollars de budget. Vous voyez, on est loin des 3,5 millions de Vaincre ou mourir. Et donc ce film Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix qui est un très grand acteur. Est-ce que vous pensez que justement ce n'est pas une chance qui est que dans les mains, cet objet Napoléon soit dans les mains d'un réalisateur de qualité avec des acteurs de qualité? Est-ce que vous ne pensez pas que ce film peut être tout de même sérieux même s'il est mis dans les mains d'un Américain? Je pense qu'avec Ridley Scott, c'est un peu la roulette russe. Il est capable du meilleur comme du pire. Ça n'est plus le Ridley Scott de Gladiator. J'espère qu'on aura droit au Ridley Scott des duellistes. Mais j'ai ouï dire, je ne peux pas vous citer ma source, mais elle est plutôt fiable, j'ai ouï dire que ce film va être très bon, qu'il ne va pas être... Parce qu'il y avait des craintes concernant le fait que Ridley Scott en fasse et une pure vision anglo-saxonne de Napoléon, c'est-à-dire en fasse un self-made man, ce qui est pas totalement faux, mais ça ne suffit pas à résumer le personnage qui était Napoléon. Ensuite, j'ai vu dans la presse que Ridley Scott nous parlait de la relation de Napoléon avec Joséphine, et que Napoléon avait conquis le monde pour plaire à Joséphine, et qu'ensuite, lorsqu'il l'avait perdu, il a détruit le monde pour la détruire elle aussi. Enfin, c'était ridicule. Il semblerait que ça ne soit pas le cas. Joaquin Phoenix lui-même, qui est un énorme gauchiste, hein, mais un immense acteur, s'est profondément impliqué dans le personnage, et apparemment, il a été très bien conseillé. Donc, il semblerait que le film soit plutôt bon. Donc, sur ce plan-là, je suis plutôt confiant et j'attends avec impatience que ce film sorte. Mais par exemple, avec Ridley Scott, on a aussi eu récemment Le Dernier Duel, qui traite d'histoire de France. C'est le dernier duel judiciaire en France, et il l'aborde d'une manière assez féministe, moderne, et une vision très américaine de la chose. Donc c'est à double tranchant, mais je suis plutôt optimiste pour la sortie de ce Napoléon. Et bon, on ira le voir alors. Mais vous avez quand même parlé de films, donc notamment de Cédric Jiménez, donc Bac Nord, Novembre avec Jean Dujardin. Il y a aussi récemment Les Illusions perdues, une adaptation de Balzac évidemment. Il y a Les Trois Mousquetaires qui sort en avril. Il y a quand même un cinéma français qui marche avec des acteurs de qualité. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes. Mais il y a quand même un espoir pour que le cinéma français soit de qualité, qui trouve un public et qui ne soit pas seulement dans la repentance, la culpabilisation et dans le wokisme à l'état pur. Arthur de Vatrigan. C'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'on voit post-Covid un retour aux films
adapté de notre histoire, de notre patrimoine littéraire. On a eu Eugénie Grandet, on a eu Illusion perdue, il y a la série Germinal. Alors, Eugénie Grandet était pas dingue, Germinal était nul à chier, Illusion perdue est excellent. Donc moi, pour deux bouts avoir Illusion perdue, ça me va. Bon, donc il y a une espèce de revirement qui est assez intéressant parce que jusqu'à présent, on caricature un peu, mais on n'est pas loin de la réalité du cinéma français où film votre femme de ménage et des histoires que vivez-vous, donc ça manque un peu d'émerveillement et ça manque un peu d'ambition. Et là, post-Covid, les gens ont envie de sortir et donc de sortir de leur quotidien, d'essayer de s'évader un peu. Et donc, il y a un retour à ça. Donc, la question, c'est qu'elle va être juste purement financière. Hein. On sait que le business du cinéma aujourd'hui est en train de muter. On voit des salles qui construisent un peu partout et qui vont être des salles ultra privilégiées à 20, 30 euros la place. Donc, la question, c'est est-ce que ces films vont être rentables pour pouvoir amortir ça? Et Les Trois Mousquetaires, donc financé par Pathé, on est sur 2 films avec un budget de 62 millions d'euros. Si ça fonctionne, il y aura une suite. Sony vont pouvoir faire le Capitaine Fracasse, ils vont pouvoir ils vont pouvoir pomper un peu dans notre littérature parce qu'il y aura une demande et qu'il y aura un besoin et que financièrement ça va suivre. Par contre, si financièrement ça marche pas, ça risque d'être plus compliqué. Mais je voudrais revenir juste sur, si vous me permettez, sur en fait ce qui est intéressant, c'est pas, on parle beaucoup, ça, d'identité, culture, identité, roman national. En fait, sur quoi je pense qu'il faudra revenir, c'est pas l'identité, mais c'est l'universalité. Parce que pourquoi les Américains font chez nous, c'est parce que notre culture est universelle. On a une dimension universelle. Il faudrait justement pas faire ce qu'on a reproché aux gauchistes pendant 30 ans, c'est-à-dire faire de l'idéologie, faire de la pseudo-identité et s'enfermer et trahir ce beau médium qui est le cinéma, qui permet à un Chinois, un Indien ou un Américain de regarder une adaptation de Cyrano et de D'Artagnan et de le comprendre et de vouloir devenir Cyrano ou D'Artagnan alors que c'est pas sa culture, c'est pas son pays, c'est pas son époque. Donc je crains aujourd'hui, j'ai un peu peur aujourd'hui qu'on prenne le contre-pied, mais qu'on soit finalement qu'un miroir inversé, quoi. Faut vraiment qu'on retrouve cette dimension d'universel. Si Schoendoerfer est admiré au-delà du français qui son grand-père a fait l'Indo, l'Algérie, c'est parce qu'il parle de sentiments, de qualité, de valeurs qui dépassent et qui transcendent ce qu'on est nous. J'aimerais que, pareil pour l'Armée-des-Ondes de Melville, quoi. Il y a quelque chose, il faut qu'on retrouve notre universalité. Et les films, vous parliez de Germinal, et ce film de Germinal avec Depardieu est sorti, je crois, en 93 ou 94. La série Germinal. La série Germinal. Une série immonde qui est sortie il y a, 4 mois, 5 ans. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a aussi un film qui est sorti en même temps que Les Visiteurs, et entre guillemets, on nous expliquait, si vous allez voir Les Visiteurs, vous êtes un beauf, si vous allez voir Germinal, vous êtes quelqu'un de gauche et de supérieur moralement aux autres. Et on se rend compte quand même que dans les grands succès français, c'est Les Visiteurs, c'est Amélie Poulain, où c'est la nostalgie du français, du Paris d'avant. Vous avez Bienvenue chez les Ch'tis, évidemment, c'est l'identité du Nord, le retour au village, en fait, c'est un film qui est complètement anti-jacobin aussi. Et vous avez même Intouchable avec Omar Sy est un film en fait avec cette solidarité d'avant. Et donc les Français, on va dire, votent aussi en allant au cinéma. C'est-à-dire que les films qui marchent, plus récemment, Bac Nord ou Novembre, sont des films réels, sur le réel, sur la France du réel. Et en fait, ce sont des films qui marchent. Les gens ont envie de voir ça aussi au cinéma. Après, c'est qu'il y a aussi le biographie de Simone Veil qui marchait. Et qui n'est pas un film très bon. Donc, c'est compliqué. Alors, évidemment que le nombre d'entrées, le succès signifie quelque chose. Et je pense pas qu'il faut que ça devienne pour autant le curseur. Parce que dans ces cas-là, on va tous faire, on va se mettre à faire des crétins masqués, on va se mettre à faire des grosses comédies comme Les Tuches qui cartonnent. Ça ne fait pas rêver. Donc la question, je pense le drame, c'est qu'on a flingué notre conception culturelle.
L'exception culturelle, c'est quelque chose qui est intelligent, c'est quelque chose de beau, c'est-à-dire on compte sur le cinéma étranger pour pouvoir financer nos propres films au nom de cette exception culturelle. Parce que l'exception culturelle a été privatisée par les gauchistes, et le drame, c'est qu'on n'en fait plus. Donc moi, je voudrais qu'on vienne à ça, c'est-à-dire qu'on permette de financer quelqu'un qui n'a pas forcément encore fait ses preuves, ou un cinéaste qui a une ambition haute que le grand public, pour pouvoir le mettre sur des rails et le lancer. Si vous avez Jiménez, son premier film, personne ne l'a vu. Et c'est un film qui est filmé uniquement en caméra de surveillance. Et voilà, et quelqu'un lui a fait confiance, il a fait ça, et ça a marché ensuite quand il adapte c'est HHH sur Heinrich. Je vous promets que c'est pas un film qui va cartonner au grand public, et pourtant c'est un film ambitieux, mais c'est parce qu'on lui a fait confiance qu'ensuite il a pu faire Backlor, qu'ensuite il fait Novembre, et qu'ensuite on verra ce qu'il va faire. Donc il faut pas que le grand public, les nombres d'entrées deviennent le seul curseur. Voilà, sinon on va se retrouver vraiment avec des bouses, quoi. Eh ben, merci beaucoup Arthur de Vatrigan. On rappelle, donc vous êtes le directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect, qui est tout un dossier donc sur le cinéma français. Cinéma français, qu'as-tu fait de nos héros? Et on remercie Christopher Lann. Merci à vous. Vous avez une chaîne YouTube d'histoire, mais aussi qui parle de cinéma. Donc on invite nos auditeurs à vous suivre sur votre chaîne Christopher Lann. Merci à tous les deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.